Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Miguel Najdorf. C'est un nom que la plupart d'entre vous, en tout cas les plus geeks d'entre vous, doivent connaître parce que c'est un joueur qui a laissé son nom à la variante donc Najdorf de la Sicilienne qu'on rencontre encore aujourd'hui à tous les niveaux et surtout dans les échecs de l'élite quand ils veulent gagner avec les noirs, les forts joueurs, ils jouent la Najdorf. C'est une variante qui casse la tête si vous me demandez mon avis, mais c'est une très belle variante quand même. Et je vais vous parler de son inventeur aujourd'hui, donc Miguel Najdorf, qui a une vie qui est absolument passionnante, encore une fois une vie de film. C'est un joueur qui est né en Pologne, qui a appris assez tard les échecs, puisqu'il a commencé à 14 ans, qui a eu tout de suite un espèce de talent pour le jeu. Il a été repéré par Tartakover, qui est un joueur que j'ai évoqué au détour dans notre vidéo, qui mériterait une vidéo, mais bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et c'était un des meilleurs joueurs de Pologne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est un joueur qui a représenté la Pologne dans les Olympiades. Les Olympiades, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'équivalent des Jeux Olympiques mais aux échecs. Il était premier ou deuxième échiquier de Pologne, donc il surfait sur les échecs polonais et les échecs européens des années 20-30 en gros. Et à tel point qu'il a représenté la Pologne en 1936 aux Olympiades de Munich, ce qui avait une saveur particulière pour lui parce qu'il venait d'une famille juive et que remporter des médailles dans ce contexte-là en 1936, c'était évidemment particulier. À tel point qu'il a joué aussi donc, pour représenter la Pologne aux Olympiades de Buenos Aires en 1939. Et là, le contexte est particulier parce qu'en 1939, il y a à la fois les Olympiades d'échecs, mais c'est aussi des Olympiades qui ont bouleversé évidemment la scène mondiale à cause de la conjoncture, puisqu'il y a évidemment la Seconde Guerre mondiale qui éclate, et tous les joueurs européens qui étaient partis à Buenos Aires, qui pensaient pouvoir rentrer à l'issue de leur partie, en fait, se sont retrouvés bloqués à Buenos Aires. Et il se trouve que c'est la période où les nazis envahissent la Pologne, Varsovie, le ghetto de Varsovie, et Najdorf est sans nouvelles de sa famille pendant toute cette période-là. Il décide de rester en Argentine en attendant, et il se dit que puisque sa famille sait que c'est un très fort joueur d'échecs, il va essayer de faire parler de lui par les échecs et donc de battre le record mondial de simultané à l'aveugle. On en avait parlé dans le cadre de la vidéo sur Pillsbury, c'est-à-dire c'est quand on joue avec les yeux bandés contre plusieurs adversaires et il n'a pas affronté 1, 2, 3 ou 4 adversaires, il en a pris 40 en même temps, en 1943. Et il a battu le record mondial, il a pulvérisé le record mondial de parties à l'aveugle, tout en étant donc, encore une fois un des meilleurs joueurs de la scène mondiale de l'époque. Et malgré tout, voilà, il va rester en Argentine et il apprendra plus tard que toute sa famille a été tuée par les nazis. Il va donc passer le reste de sa vie en Argentine, en tout cas une grande partie de sa vie. Et il va défendre ensuite les couleurs de l'Argentine pendant plusieurs décennies. Ensuite, il meurt en Espagne un peu plus tard. Et donc, aujourd'hui, on va revenir sur un épisode un peu particulier. C'est sur une des parties qu'il a gagnées dans le cadre de ces Olympiades en 1939, où il joue contre Paul Keres, qui est un joueur que j'affectionne aussi énormément, qui est un joueur estonien, qui était un des meilleurs joueurs de l'époque, qui est probablement, si on devait classer tous les numéros 2 du siècle d'avant, qui est le numéro 2, je pense, phare, qui a jamais été champion, le roi sans couronne par excellence, entre guillemets. Mais Najdorf est aussi en numéro 2 ou en numéro 3 par excellence. C'est deux joueurs vraiment de premier plan qui ont laissé des parties incroyables. Et il se trouve que cette partie, voilà, elle est très importante parce que c'est au moment où la vie de Najdorf a basculé. Il a gagné une partie spectaculaire avec les Blancs. Et on va revenir dessus aujourd'hui dans cette série des rois sans couronne. On va donc passer à l'analyse de cette partie entre Najdorf et Keres. Donc l'ouverture est un peu avant-gardiste pour l'époque parce que c'est un début du pion de dame et on peut voir ici dans cette position que Keres avec les noirs il joue G6. Et donc G6 c'est un coup qui est un peu récent à l'époque où il le joue en 1939 parce qu'on est plus habitué à voir la sortie du fou par l'autre diagonale. Faire un fianchetto ici dans ces positions-là c'est un peu rare on va dire. On passe sur l'ouverture parce que c'est pas l'aspect qui nous intéresse particulièrement. Mais dans cette position-là, on peut voir qu'ici, avec les noirs, Keres il choisit le coup cavalier E8. Et cavalier E8, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de jouer E5 pour faire exploser le centre des blancs, parce qu'on voit que les blancs ont une domination au centre, ils ont un 2 contre 1. Keres se dit que s'il arrive à pousser E5 dans de bonnes conditions, il va dynamiter le centre, la position va s'ouvrir et il va égaliser avec les noirs, il n'aura plus de soucis à l'ouverture. Fou B3, E5, une série d'échanges ici. Et en fait, là, il y a une séquence qui est assez intéressante parce que Najdorf, avec les blancs, arrive à reconstituer un centre assez fort en jouant le coup F4. Et F4, évidemment, quand on le voit visuellement comme ça n'a pas l'air forcément terrible puisque ça fait une chaîne de pions un peu bizarre et ça enferme le fou C1. On dirait qu'il est bloqué par les deux pions maintenant E3 et F4. Sauf qu'en fait, ça gagne un temps sur le fou. Et quand le fou recule, en fait, on peut jouer E4. Et là, maintenant, les blancs, ils commencent à avoir un centre qui est assez impressionnant et qui menace d'avancer encore plus. Les blancs menacent parfois de jouer avec F5, d'enfermer le fou C8, de créer une attaque sur le roi G8. Et en fait, la position, elle peut rapidement tourner en faveur des blancs et pas être agréable à jouer pour les noirs. Et donc là, Keres, il a joué un coup qui est un peu tricky. Il a joué fou E6, qui est un coup qui est
un peu hipster, quoi. C'est un coup avant-gardiste. C'est un coup qui propose un échange de fou en se disant qu'il a un problème avec son fou C8 qui n'est pas développé, qui n'a pas trop d'avenir. S'il arrive à l'échanger contre le fou B3, il sera content. Par contre, l'échange n'est pas gratuit. Et en fait, ça nous amène à un thème qui est récurrent aux échecs, c'est surtout Fischer qui a parlé de ça, c'est les conversions, c'est-à-dire c'est le fait de trader un avantage ou un type d'avantage contre un autre. Là, il se trouve que les blancs avaient la pression, ils avaient un avantage au centre. Maintenant, après l'échange en E6, ben, les noirs, ils ont ramené un pion vers le centre. Par contre, ils ont un isolé en E6 et surtout, ils ont fait des trous. Ils ont maintenant un trou en E5, un trou en D6, ils ont des trous un peu partout dans leur position. Et ça explique que le prochain coup des blancs, qui est peut-être un peu contre-intuitif pour certains joueurs, vous pouvez mettre pause si vous voulez, c'est pas un coup spectaculaire à trouver avec un sacrifice de dame, c'est un coup positionnel, mais c'est un coup positionnel qui est très logique, c'est le coup E5 dans cette position. Et E5, en fait, ça joue contre deux pièces mineures, ça joue contre et le cavalier E8 qui ne peut pas ressortir, et le fou G7 qui est enfermé. Pourquoi j'ai dit que c'était contre-intuitif? C'est parce que ça met un pion sur noir, alors qu'avec les blancs, on a un fou de case noire. Donc on peut se dire qu'on n'a pas envie de mettre nos pions sur noir pour ne pas condamner notre propre fou. Mais en fait, il y a des raisons à ça. C'est que la poussée en E5, donc ça joue contre les pièces des noirs, et surtout, ça nous donne quelque chose, ça nous donne la case E4. Le fait d'avoir la case E4, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder au trou dans la position des noirs avec notre cavalier. On va pouvoir commencer à mettre la pression sur les noirs et souligner le fait qu'il manque d'espace en fait, dans cette position. Les noirs ont joué cavalier C7, fou E3, cavalier D5. Et là, pareil, il y a une prise de décision où peut-être ça peut être un peu stressant, ce genre de moment à gérer pour certains joueurs. Mais ici, il faut se poser les bonnes questions. On sait qu'un fou, en général, ça vaut plus qu'un cavalier, mais dans la position, on va dire que le plan de Keres était d'établir ce cavalier en D5. Là. Et si on analyse un peu longuement la position, on peut voir que l'échange en fait, du cavalier contre le fou en E3, c'est pas quelque chose qui va forcément nous faire hyper peur avec les blancs, dans le sens où la seule bonne pièce des noirs, c'est ce cavalier en D5, qui sert un peu de bloqueur en plein milieu de l'échiquier. Et en fait, ici, Najdorf, il va juste ignorer la menace de prise en E3, il va jouer cavalier E4, et il se dirige vers les cases fortes, vers la case D6 en l'occurrence. B6, pour contrôler la case C5 et éviter peut-être que les blancs gardent leur fou et jouent fou C5 dans certaines positions ou cavalier C5. Tour D1, on met la tour sur la colonne ouverte, on vient clouer le cavalier D5, dame E7 pour se déclouer, G3, alors tout ça, c'est des petits coups, en apparence, c'est un peu dur en général, ces coups-là à avoir au début. Moi-même, souvent, j'ai du mal à temporiser dans les positions où j'ai l'impression que j'ai l'avantage, etc. Mais quand on gère un avantage positionnel, c'est important de lutter contre, de jouer ce qu'on appelle des coups prophylactiques, c'est-à-dire de jouer contre le contre-jeu potentiel de l'adversaire. C'est-à-dire que là, on a le pion F qui est un peu vulnérable, ici. Donc on va essayer de blinder le pion F4 pour pas que les noirs aient du jeu sur ce pion-là. On joue juste G3, on dit aux noirs, à toi, et essaie de trouver une idée avec ta position dégueulasse. Tour D8, les noirs s'activent. A3, là, Najdorf essaye d'enlever la case B4 à Keres, c'est-à-dire que dans certaines variantes, on aurait pu avoir un dame B4 ou un cavalier B4 qui apparaît. Maintenant, ça enlève une ressource nette au noir. Et encore une fois, à toi. Et ce qui est marrant, c'est que même un joueur aussi fort que Keres, donc encore une fois, calibre deuxième joueur mondial de l'époque, ici, il va craquer en fait. Il va craquer assez vite, il va jouer cavalier C7 et proposer un échange de tour en se disant plus je liquide les pièces, plus ça va. Sauf qu'en fait, en jouant cavalier C7, il a mal évalué les chances des blancs dans la position parce qu'il a raté le fait que tour D6, qui est un coup assez simple à voir en apparence, c'est un coup qui est monstrueux en fait. On met la pression sur les deux faiblesses, en C6 et en E6 chez les noirs, et aussi la tour, on la met sur une case, mais en fait elle n'est pas prenable, elle ne peut pas s'échanger alors que c'était l'idée des noirs dans la position, puisque si les noirs échangent, après pion prend, il y aura un problème. Il y a une fourchette sur la dame et le cavalier, et donc les noirs ne peuvent pas se libérer facilement. Donc tour D6, les noirs ont dû défendre le pion, ils ont joué C5. Et là, il y a un très joli coup, vous pouvez mettre pause si vous voulez le trouver, c'est un coup tactique. Et il ne s'agit pas seulement, encore une fois, de trouver le coup, parce que trouver un coup, on peut avoir une intuition géniale et ça peut suffire. Il faut avoir la séquence qui va avec, sinon on joue le coup et après on ne sait plus quoi faire. Là, dans la position, en fait, le coup gagnant pour les blancs, bravo à ceux qui l'ont trouvé, c'est F5. F5, c'est un coup monstrueux, puisque en fait, ça ouvre les cases noires et on a un fou sur case noire. Donc on est en train de créer un passage vers les cases noires dans le camp des noirs, et on est en train de préparer des menaces sur les pièces lourdes, en l'occurrence sur la dame E7 et sur la tour D8. On menace fou G5 et ça va être le chaos total pour les noirs. Donc après F5, il faut prendre une décision, mais Keres avait prévu le coup, il a joué E prend F5. E prend F5 avec une idée hyper concrète qui est que sur fou G5, maintenant qu'il a ouvert la colonne E, en fait il peut jouer dame prend E5, et là il se dit quoi? Il se dit que dans cette position-là, après fou prend tour, en fait il a un très joli coup en apparence pour on va dire, tenir la baraque, c'est cavalier E6. En jouant cavalier E6, là, si on prend une photo de la position et qu'on s'arrête, tout devient hyper compliqué.
Parce que c'est le genre de position où les blancs n'ont qu'un seul coup qui leur permet d'être complètement gagnants et de garder un avantage stratosphérique dans la position. Et c'est le coup que je vous laisse mettre pause pour le trouver. Mais si les blancs ne trouvent pas ce coup, les noirs peuvent simplifier ou tomber dans des positions, des finales parfois pas claires, voire supérieures. C'est-à-dire que par exemple, si ici on ne fait pas hyper attention avec les blancs, on peut se retrouver en difficulté parce que en fait, les noirs vont réussir à sacrifier la qualité, à échanger, c'est-à-dire la tour qu'ils ont perdue là, pour entrer en finale avec le fou et les deux pions, et jouer une finale fou deux pions une tour contre deux tours qui va être pratiquement ingagnable pour les blancs, voire c'est les noirs qui vont pousser en fait dans certaines positions. Donc ça, pour éviter ça, c'est important en fait ici par exemple de ne pas jouer le coup cavalier F6 échec, qui pourrait avoir l'air logique dans la position en se disant on découvre l'action de la dame sur la dame des noirs, fou prend, dame prend, fou prend, tour prend E6, on pourrait s'arrêter là dans le tête et penser que ça va pour les blancs. Le problème c'est que les noirs en fait ont un point intermédiaire, ils font échec en D4, ils sauvent leur fou de case noire, et quand le roi bouge, ils récupèrent le fou, et c'est exactement ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que là les noirs restent avec le fou D4 et les deux pions C5 et F5 contre une tour, et en fait cette position, il n'y a plus de traces d'avantage pour les blancs, et ça va même être potentiellement dangereux en pratique ça à jouer. Donc on revient à la position. Ici, il faut commencer par trier les coups forcés. Donc on a parlé de cavalier F6 qui a un coup peut-être intuitivement, il y en a certains qui vont penser mais donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il faut regarder les autres coups qu'on a à disposition. Prendre en E6, ça ne nous arrange pas forcément dans la position puisqu'on va rester avec ce clouage, ce qui était l'idée de Keres avec les noirs sur notre dame en E2, et donc on est embêté. Et donc le très joli coup qu'a trouvé Najdorf dans cette position qui avait échappé à Keres, c'est le coup fou F6. Fou F6 c'est redoutable, pourquoi? Parce que on prend le fou qui était en prise sur la case D8 et on le met sur la case où il est en prise 3 fois. Donc c'est le dernier coup auquel on va penser normalement en pratique dans cette position-là, c'est ce qui s'est passé je pense dans la tête de Keres. Et là, il y a une différence avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on attaque la dame des noirs, on les force à jouer aux noirs. Les noirs ne peuvent pas prendre en F6 puisqu'on prend avec le cavalier, ils ne peuvent pas prendre en D6 puisqu'on prend avec le cavalier aussi, et donc les noirs sont un peu obligés de jouer, par exemple, dame prend E4. Ils récupèrent leur pièce, et en fait, là maintenant ça a l'air tout à fait logique, puisque d'un coup on n'a plus qu'à prendre la dame en E4, et après puis on joue tour prend E6, et notre tour arrive pile à temps pour sécuriser la pièce en F6. Et là maintenant on est dans une position où on a vraiment une tournette de plus, c'est-à-dire la tour en E6. Et donc, toute la clé dans cette séquence-là, à partir de F5, ici, c'est de voir que la menace fou G5, évidemment les deux joueurs l'avaient vu, c'est de voir qu'après dame prend E5, il y a la ressource fou prend, cavalier s'en va, fou F6, pour être certain de garder notre avantage matériel. Sinon, tous les autres coups ici rendent du matériel au noir et font que la victoire en fait, va échapper au blanc ou qu'on va tomber dans une position où l'avantage va être bien moindre que ce qui serait après fou F6. Voilà, c'était pour vous donner la preuve de ce que je vous disais sur le jeu de Najdorf. Faut savoir que voilà, le joueur qui l'affronte et qui l'a battu là, avec les noirs, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et juste cette partie, alors, en même temps, je trouve qu'elle a un côté aussi avant-garde, puisqu'il y a cette structure un peu atypique qui apparaît avec la faiblesse en E6, c'est-à-dire dans cette position-là, avec cette masterclass positionnelle pour jouer contre ce pion en E6 avec le trou en E4 et les faiblesses sur les cases noires. C'est quelque chose que peut-être vous pouvez choper de cette partie-là et l'incorporer dans vos propres parties. J'espère que ça vous inspirera, et puis je vous dis à bientôt.